Le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison a rendu son verdict. C'est Charles Leclerc et Ferrari qui en sont les grands vainqueurs. Car oui, en terminant premier et deuxième, lui et Carlos Sainz réalisent une performance historique qui n'était plus arrivée depuis 2010. Cette course, elle a livré beaucoup d'enseignements et confirmé ou non ce qu'on a pu observer les semaines précédentes. On peut dire qu'une certaine hiérarchie est déjà bien définie. Ferrari et Red Bull sont en avance sur les autres, Mercedes juste derrière, et le midfield est assez dense. Alors pour ce format d'après Grand Prix, je ne vais pas débriefer en long et en large tout ce qu'il s'est passé pendant la course, parce que je considère que mes collègues sur YouTube font déjà du super boulot. Je préfère plutôt m'attarder sur quelques moments marquants et analyser ça en profondeur. C'est un format que je ferai évoluer pendant les prochaines semaines, en fonction de vos retours et en fonction de ce qui se passe pendant la course. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur le midfield, puisque deux écuries nous ont vraiment surpris, Haas et Alfa Romeo. Pour la première, c'était assez exceptionnel. Après 2 années passées dans l'enfer du bas de tableau, Haas passait tranquillement en Q2 samedi, et le revenant Magnussen se permettait même de se qualifier 7ème sur la grille. Et il a surtout réalisé une course très solide pour prendre la P5, c'est fou quand on regarde où ils étaient l'année dernière. Même son de cloche pour Alfa Romeo, Bottas s'est qualifié P6 et a terminé à la même position le lendemain. Des performances inenvisageables pour eux ces 3 dernières années. Même son coéquipier Guan Yu a réalisé une course franchement assez bonne, en inscrivant son premier point en Formule 1 lors de sa première course. Alors ok, tout ça c'est bien beau, mais franchement, comment ont-ils fait? Comment ces deux écuries si mauvaises l'année dernière sont-elles revenues sur le devant de la scène? Est-ce que ça peut tenir toute la saison? Détendez-vous, on analyse ça ensemble, tout de suite. Haas et Alfa Romeo possédaient la meilleure monoplace du midfield de ce week-end. Cette phrase, c'est Kevin Magnussen qui l'a prononcée, et franchement, c'était quelque chose que moi je m'attendais pas à vous dire. Mais ce week-end de rêve est bel et bien arrivé pour ces deux équipes, qui ont largement mérité leurs résultats. Alors bien sûr, ils ont bénéficié des abandons des deux Red Bull pour décrocher des gros points, mais je trouve que c'est quand même largement mérité quand on voit leur performance sur l'ensemble du week-end. Pourtant, rien n'a été simple pour ces deux équipes. Pour Haas en premier lieu. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Nikita Mazepin perdait son siège en F1, et Günther Steiner a dû lui trouver un remplaçant en urgence en la personne de Magnussen. Les tests d'avant-saison à Barcelone et à Bahreïn étaient positifs en termes de temps, mais ils n'ont pu courir que 160 tours, c'est le plus faible total de toutes les écuries du plateau. Malgré ça, Magnussen s'est qualifié 7ème, et il a affiché un excellent rythme en course, en maintenant les Alpines et les AlphaTauri derrière lui pendant 57 tours, ce qui montre qu'ils ont aujourd'hui le niveau pour jouer avec eux. Et même son de cloche pour Alfa Romeo, leurs essais hivernaux ont été assez compliqués, mais Bottas a impressionné ce week-end, et même son coéquipier a réalisé une course solide pour sa première en Formule 1. Alors comment est-ce possible? Comment Alfa Romeo et Haas sont passés, en l'espace de 3 mois, des deux pires équipes du plateau aux meilleures du midfield? Eh bien d'abord, c'est en partie dû aux nouvelles réglementations qui favorisent les plus petites équipes. Le plus grand changement est lié au budget plafonné, fixé à 140 millions de dollars pour chaque écurie, pour tout ce qui est en relation avec la performance sportive. Avant, Mercedes et Ferrari pouvaient dépenser 500 millions de dollars s'ils le voulaient, ce qui créait des différences énormes avec le reste du plateau. Alors évidemment, il y a toujours un gap entre eux et les plus grosses équipes de la grille, puisqu'elles possèdent un passif et des infrastructures beaucoup plus avancées que les autres. Mais l'objectif sur le long terme est d'avoir des voitures plus proches en performance. Et je pense qu'on peut déjà observer ça dans le midfield, même si certaines équipes comme Williams ou McLaren ont encore beaucoup de travail à faire. 2020 est une année très difficile financièrement et sportivement pour Alfa Romeo et Haas, et ils ont estimé qu'il valait mieux perdre 2 saisons pour essayer d'être performants en 2022, parce que les réglementations allaient leur permettre de se rapprocher du midfield. Un pari risqué, mais un pari gagnant pour l'instant. Ensuite, ces deux équipes sont celles qui ont bénéficié du plus de temps possible en soufflerie depuis 2 saisons. Pour faire simple, les nouvelles réglementations indiquent que plus tu termines bas au classement, plus tu peux passer de temps en soufflerie. Et maintenant, vous êtes au courant, 2022 voit apparaître l'une des plus grandes révolutions aérodynamiques de l'histoire de la F1, alors forcément, c'est un énorme avantage par rapport au reste du plateau. Haas et Alfa Romeo ont fait le choix de faire une croix sur quasiment 2 ans de F1 sans garantie que ça fonctionnerait en 2022, et c'était un vrai pas dans l'inconnu. Alors il faut saluer le travail des équipes qui ont réussi à rester motivées et trouver la bonne formule pour leur voiture. Parce que oui, c'est avant tout grâce à un excellent travail de ces équipes techniques qu'Haas et Alfa Romeo ont quitté le fond de grille. Ils ont connu des améliorations significatives qui leur ont permis d'entamer 2022 de la meilleure des façons. Et je vous explique comment, tout de suite. Commençons par parler d'Alfa Romeo. Avant le début de la saison,
j'avais consacré une vidéo à leur sujet en détaillant précisément leur stratégie pour la saison à venir. Et beaucoup d'informations dont on disposait à l'époque sont venues se confirmer. Déjà, Fred Vasseur et son équipe ont pu pour la première fois atteindre le maximum du budget autorisé par la F1. C'est un vrai plus pour une écurie de leur dimension, et ils ont pu investir beaucoup plus d'argent dans des zones de développement qui en avaient le plus besoin. D'abord sur la soufflerie. Celle de Sauber est certainement l'une des meilleures du plateau, et l'augmentation du budget, couplée au savoir-faire de l'écurie suisse, a largement aidé à améliorer la compréhension des nouveaux règlements techniques. Ensuite, l'équipe a investi dans un nouveau simulateur qui a été inauguré en fin d'année dernière. Avant cela, leurs équipements étaient clairement obsolètes, et ils ne leur permettaient pas de viser plus haut que le fond de grille. Ces investissements ont pu être réalisés grâce aux apports financiers colossaux de Guan Yu. En signant le premier pilote chinois de l'histoire de la F1, Vasseur s'est assuré une présence importante sur un marché énorme. Forcément, c'est vecteur de partenariat et donc de financement supplémentaire. Cet argent dans les caisses a permis à Alfa Romeo de commencer la saison sur des bases beaucoup plus saines que les années précédentes. Alors évidemment, l'équipe avait des doutes quant à la fiabilité de la voiture et sa capacité à tenir 57 tours, mais on a pu voir que les efforts réalisés depuis 2 ans ont finalement payé. Voilà, ça c'était pour Alfa Romeo. Maintenant passons à Haas. En premier lieu, je pense qu'il faut souligner les changements organisationnels réalisés depuis 2 ans. Même s'ils n'ont pas marqué de points depuis 2020, Haas n'est clairement pas resté dans sa zone de confort. L'écurie américaine a intégralement repensé son organisation interne avec une seule date en tête, le 20 mars 2022, date du premier Grand Prix de la saison. Et ça n'a clairement pas été facile. Steiner a dû maintenir son équipe motivée alors qu'il n'y avait aucun développement sur la voiture et aucun résultat. Imaginez, c'est comme si vous étiez joueur amateur de foot et qu'on vous disait que pendant 2 ans vous n'alliez pas gagner un match, mais qu'après ça vous seriez sélectionné en équipe de France. Steiner a réussi à faire en sorte que son équipe croie en son discours. Il savait que les nouvelles réglementations pouvaient les avantager, et il a réorganisé son équipe pour être certain de réussir cette transition. Haas a renforcé ses liens avec Ferrari, en installant plus de la moitié de son effectif à son siège de Maranello. L'équipe technique italienne de Haas est dirigée par un ingénieur de Ferrari, Simone Resta, qui supervisait le gros du développement de la voiture. Car oui, c'est en Italie qu'est basé le bureau d'études aérodynamiques de Haas, et l'aéro, c'était le plus gros challenge de cette année. Les responsabilités de cette équipe étaient donc immenses. Pour faire simple, tout ce qui rend la voiture rapide en qualification et en course est produit par le bureau italien de Haas, il ne fallait pas se rater. C'était un sacré challenge puisque Haas possède une usine en Angleterre, son siège social aux États-Unis et une équipe en Italie, ce qui ne favorise pas forcément un développement rapide. Mais je pense que cette décision de s'installer à Maranello était peut-être la meilleure chose pour eux. Car oui, ils ont pu bénéficier des structures de Ferrari qui sont sensiblement meilleures que ce qu'ils pouvaient avoir en Angleterre. Sans ça, la voiture n'aurait certainement pas été au même niveau. Il y a eu finalement une sorte de transfert de savoir-faire entre Ferrari et son client, qui a largement profité à Steiner et son équipe. D'ailleurs, les régulations de 2022 permettent à Haas et Alfa Romeo d'utiliser davantage de pièces produites par Ferrari que les années précédentes. L'unité de puissance, la boîte de vitesse, le système hydraulique, les suspensions avant et arrière sont par exemple des pièces dont ils peuvent bénéficier légalement. C'est d'ailleurs un sujet controversé puisque certaines écuries comme Alpine ou McLaren se plaignent de ces réglementations qui favorisent les équipes clientes. Évidemment, il faut parler du moteur Ferrari qui semble très performant et fiable. C'est évident, l'unité de puissance a un impact sur les bonnes performances de ces deux écuries. Maintenant, à voir combien de temps ça dure. Voilà, on a passé en revue ensemble les raisons pour lesquelles Haas et Alfa Romeo ont brillé ce week-end. Mais moi je me pose maintenant cette question. Est-ce que ça peut continuer? Peuvent-ils jouer dans le haut du midfield toute la saison? On analyse ça ensemble, tout de suite. Les amis, prenons un instant pour apprécier ce qu'on a vu ce week-end. Je trouve ça incroyable que l'on parle de Haas et d'Alfa Romeo comme candidats réguliers au midfield. On ne peut qu'apprécier un résultat qui vient récompenser 2 ans de sacrifice. Alors maintenant, est-ce que ces deux équipes sont capables de jouer à cette position toute la saison, voire de viser plus haut? Déjà, je pense qu'il faut nuancer les résultats obtenus au Grand Prix de Bahreïn. Sans les abandons de Verstappen, Perez et Gasly, il y aurait eu moins de points pour eux, sans aucun doute. Mais tout de même, ils ont largement mérité leurs résultats, sportivement ils avaient les 2 meilleures voitures du midfield. Ce week-end, les deux écuries ont eu pas mal de soucis à régler, surtout Alfa Romeo. Le problème rencontré par les deux pilotes au départ du Grand Prix a failli leur faire très mal. Bottas est passé de la 6ème à la 14ème place, la monoplace connaissant des problèmes de patinage. C'est quelque chose qu'il faut absolument résoudre, parce que perdre entre 4 et 8 places au départ de chaque Grand Prix, je pense pas que ce soit le projet. A mon avis, ce sera trop juste pour que ce problème technique disparaisse dès ce week-end. Il faudra veiller à minimiser ça en Arabie Saoudite, et j'espère que ça disparaîtra d'ici au Grand Prix d'Australie.
Au vu de la vitesse de la voiture en qualif et en course, je pense que s'il se débarrasse de soucis rapidement, ce sera la garantie de marquer des points régulièrement. Quant à Haas, Günther Steiner l'assure. Nous n'avons pas encore vu tout le potentiel de la monoplace, ni des pilotes. Car oui, Magnussen vient tout juste de revenir. Il a eu à peine un jour et demi de test, et après 1 an et demi sans F1, je pense qu'il a montré un niveau impressionnant. C'est comme s'il n'était jamais parti. Il a vraiment dominé Schumacher, qui a face à lui un pilote beaucoup plus expérimenté que Mazepin. Je pense que l'écurie américaine bénéficie grandement de l'influence grandissante de Ferrari, et qu'ils pourront jouer dans le midfield cette saison. De là à en faire un des favoris du midfield, est bien difficile à dire. Parce que même s'ils ont été très convaincants ce week-end, je pense que pas mal d'écuries poussent derrière, et qu'elles seront capables de matcher leurs performances. À commencer par Alpine et AlphaTauri, qui m'ont semblé à un niveau tout à fait acceptable. L'écurie française en premier lieu, qui a déjà copié certains éléments de la Ferrari, notamment ses pontons. Et les écuries qui sont entre guillemets en retard ne vont pas tarder à copier les éléments aérodynamiques des voitures performantes pour se rapprocher d'elles. Par contre, il y a un motif d'espoir pour Haas et Alfa Romeo. Les équipes affiliées à Mercedes que sont Williams, McLaren ou Aston Martin semblent beaucoup plus en difficulté qu'elles. On a pu observer un certain nombre de problèmes aérodynamiques et moteurs à régler, et c'est certainement très encourageant pour eux. Parce que pendant que les autres équipes essaient de régler leurs problèmes, eh bien eux, ils marquent des points. Pour vous donner mon avis, je pense qu'il est trop tôt pour établir une hiérarchie dans le midfield. Certes, Haas et Alfa Romeo ont impressionné. Mais moi personnellement, j'ai le sentiment qu'on n'a encore pas tout vu des autres écuries qui souffrent encore de soucis aérodynamiques. Par contre, il me semble qu'ils ont les armes pour se battre dans le midfield de toute la saison, ce qui serait déjà une performance extraordinaire en soi. À mon sens, les plus grosses écuries derrière eux ont plus de ressources qui pourraient faire la différence sur le long terme. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors j'espère qu'ils vont en profiter pour scorer un maximum de points sur les prochaines courses. Et ça commence par le Grand Prix d'Arabie Saoudite, dimanche prochain. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des performances de Haas et d'Alfa Romeo ce week-end? Est-ce que ces deux écuries vous ont impressionné? Dites-moi tout en commentaire et je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour soutenir mon travail. Moi je vous donne rendez-vous vendredi pour la preview du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Salut, à la prochaine.